L'année passée, avec l'apparition de la pandémie que nous continuons de vivre, on a vu beaucoup de compétitions être reportées puis finalement annulées. Et pour ceux qui avaient des compétitions prévues 2021, comme c'était mon cas d'ailleurs avec l'Ironman 70.3 de Venise en Italie, cela ne s'est toujours pas arrangé. S'il est facile de rester motivé pour s'entraîner semaine après semaine lorsque l'on a un objectif bien précis, cela devient déjà beaucoup plus difficile de trouver la motivation nécessaire et d'aller se faire du mal en sachant que potentiellement notre course sera annulée. Et donc, va se poser la question du désentraînement. Et c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo. T'es sur Be Iron, on y va! Merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. C'est super important pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être bien informé de nos prochaines vidéos. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le désentraînement ? Je ne suis pas réellement certain que le terme soit bien français, mais vous l'aurez compris, on va ici évoquer la question de s'entraîner beaucoup moins que d'habitude, voire d'arrêter totalement de s'entraîner. Cela pourrait être pour plusieurs raisons, manque de motivation, emploi du temps trop chargé ou blessure, mais au final le résultat sera le même et de manière simplifiée, le corps ne sera plus capable de performer au même niveau. Et en effet, de manière un peu plus précise, le stress que l'on va infliger à notre corps durant les entraînements répétés va altérer ce que l'on appelle l'homéostasie, qui est un processus par lequel le corps va maintenir un état de stabilité intérieure s'agissant de certaines caractéristiques physiologiques. Et donc, le stress provoqué par les entraînements va venir bouleverser cette stabilité et pousser le corps à réaliser des adaptations nécessaires pour gérer cette nouvelle situation. Et donc, de manière schématique, le corps va s'adapter pour retrouver un nouvel équilibre, ce qui souvent s'accompagnera par une augmentation des capacités physiques. Mais si l'homéostasie peut être altérée à la hausse, elle pourra aussi être altérée à la baisse si l'on adopte une vie plus sédentaire ou alors que l'on réduit de manière significative le volume de ses entraînements. Et pour un athlète d'endurance, que cela soit en natation, en vélo ou en course à pied, cela se traduira par des performances plus faibles. Il y a un point très important à noter cependant, et c'est que le désentraînement n'a absolument rien à voir avec le repos ou la récupération. Les deux sont absolument nécessaires dans un plan d'entraînement pour assurer une bonne progression et éviter de se blesser. D'ailleurs, je vous mets un lien vers une vidéo que l'on avait publiée il y a quelques temps où justement on parlait des plans d'entraînement et de l'importance de la récupération. Tout d'abord, il faut bien avoir en tête qu'à plus ou moins grande échelle, le désentraînement fait partie du schéma global de l'évolution d'un athlète et il se produira nécessairement à un moment ou à un autre lorsque l'on réduira le volume d'entraînement, par exemple durant la coupure hivernale, ou alors si l'on souhaite prendre 1 ou 2 semaines de repos après un Ironman, histoire de bien se reposer avant de repartir pour un nouveau cycle d'entraînement. Et au fond, ce n'est pas bien grave si cela reste quelque chose de mesuré, limité dans le temps et contrôlé. D'ailleurs, c'est aussi ce qui se passera, mais dans une moindre mesure, pendant la période d'affûtage avant une course, en baissant le volume d'entraînement durant une période courte avant la compétition, même si en réalité ici, les bénéfices de la baisse du volume qui se produisent avec la récupération vont à l'inverse permettre de mieux performer. Hormis le cas d'une blessure, le désentraînement le plus flagrant va typiquement se produire pendant la coupure hivernale. Je vous mets d'ailleurs le lien vers une vidéo où je vous parlais de comment profiter au mieux de la coupure afin de préparer la prochaine saison. Et dans ce cas, on aura affaire à un désentraînement temporaire, intentionnel et productif qui permettra au corps de se reposer de la saison passée et donc de repartir plus fort pour une nouvelle saison. En revanche, des coupures trop longues avec peu ou pas d'entraînement du tout pourront quant à elles avoir un impact négatif sur notre état de forme et notre performance, et s'il dure de trop, fera que les bénéfices qui auront été acquis après avoir mis beaucoup d'efforts à l'entraînement se perdront. Et généralement, les effets seront moins immédiats chez les athlètes les plus entraînés et cela sera également eux qui, avec la reprise de l'entraînement, auront le plus de facilité à retrouver un bon niveau de forme. De même que les bénéfices de l'entraînement n'arrivent pas tous en même temps et se produisent à des degrés différents, les effets du désentraînement ne se manifesteront pas tous en même temps. La capacité aérobique sera ce que nous perdrons généralement en premier si nous ne nous entraînons pas assez, et l'on sait que la VO2 max notamment est une donnée qui aura tendance à fortement diminuer lors du premier mois d'inactivité. Et cela s'expliquera en partie du fait d'une diminution du volume sanguin, d'une baisse globale de la production de globules rouges en l'absence d'effort, et plus généralement d'une baisse de sollicitation du système cardiovasculaire. On aura également une tendance à constater une augmentation du rythme cardiaque, conséquence directe d'une baisse de l'oxygène acheminé dans le corps, elle-même liée en réalité à une baisse du nombre de globules rouges.
Et concrètement, pour un effort donné, la perception de difficulté aura tendance à augmenter. Pour un même effort, du fait de la baisse des capacités de la filière aérobique, on va constater également en contrepartie une augmentation du recours à la filière anaérobique avec une possible augmentation des niveaux de lactate produits par le corps à un niveau d'effort équivalent. L'absence d'entraînement va entraîner une chute des réserves de glycogène contenues dans les muscles, ainsi qu'une baisse des enzymes responsables de la transformation du glycogène en énergie, ce qui rendra l'alimentation du corps durant l'effort bien plus difficile. De manière concrète, cela voudra aussi dire une baisse de la VMA en course à pied et de la FTP en vélo. Après quelques semaines de plus, on constatera une réduction de la densité mitochondriale ainsi que des enzymes antioxydants. À long terme, les pertes de masse musculaire liées à l'absence d'exercice vont également entraîner une baisse du volume du cœur, ainsi qu'une baisse de la puissance maximale que l'individu pourra produire. 3 mois après l'arrêt de l'entraînement, les bénéfices liés à l'amélioration de la pression sanguine due à l'exercice ont généralement disparu, et l'on constatera généralement une baisse des fonctions respiratoires de l'ordre de 10 à 14% par rapport au niveau existant avant la période de désentraînement. Et enfin, et de manière assez paradoxale, on pourra constater davantage de facilité à réaliser des efforts recrutant la filière anaérobique du fait que certaines fibres musculaires passent du type 2A au type 2B, mais il s'agira là d'une impression trompeuse qui ne voudra pas dire que l'on est plus en forme, mais au contraire que l'on a vraiment perdu et de manière significative ses capacités aérobiques. Voilà pour aujourd'hui. Même si la vidéo vous a mis un peu le cafard, j'espère qu'elle vous a quand même permis de comprendre un peu mieux les effets du désentraînement. N'oubliez pas de nous laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.